Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Mayana, professeure de yoga spécialisée en gestion émotionnelle via les méridiens chinois et en développement personnel via la philosophie du yoga. Anciennement infirmière, travaillant auprès de personnes souffrant de dépression, de burn-out et syndrome post-traumatique, Mayana a découvert dans le yoga un ensemble d'outils parfaitement adaptés pour vivre une vie authentique et alignée avec son dharma, sa mission de vie. Ce qui est d'ailleurs notre sujet du jour sur le podcast Ayurveda. Bonne écoute! Bonjour Mayana. Et coucou Bonjour Mayana. Lorraine. Coucou Nat. Ça va? Très bien, et toi, comment vas-tu depuis notre dernier enregistrement sur le podcast Ayurveda qui date quand même de décembre 2019. Donc, quelles sont les nouveautés de ton côté? Eh bien, déjà, ça va très bien. Depuis 2019, il y a eu pas mal de changements personnels et professionnels également. Depuis 2019, il y a eu le Covid qui est passé, donc il y a eu plein de changements aussi dans ma manière d'enseigner physiquement et en ligne. J'avais jamais donné de cours en ligne, donc j'ai apporté cette petite touche-là en plus dans mon enseignement et j'apprécie beaucoup parce que moi, je peux voir des gens un petit peu de partout dans le monde. Que ce soit sous les tropiques ou que ce soit des fois dans des endroits improbables. Donc, j'aime beaucoup ce format-là. Et j'ai toujours mon studio de yoga qui est aussi un centre de médecine douce qui s'est un peu peaufiné avec le temps. On a des intervenants très qualitatifs qui sont venus, très qualifiés, des naturopathes, kinésiologues, des professeurs de yoga. Donc, ça a été une belle consécration aussi. Et puis, vu que le studio était pas mal fermé, j'ai eu l'occasion de prendre du temps pour moi, de me former et j'ai trouvé des formations qui m'ont beaucoup plu et qui, je pense, ont vraiment, vraiment changé mon type d'enseignement. D'ailleurs, mes élèves me l'ont dit et qui m'a rapprochée un peu plus de ce que j'avais réellement envie de transmettre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'enseignais avec ce que j'avais reçu, mais je sentais un certain décalage entre ce que je lisais, entre la profondeur qu'il y avait l'air d'avoir dans le yoga et ce que je pouvais enseigner ou ce que je pouvais même recevoir, pour moi en tant que quand des fois je prenais des cours en extérieur. J'avais pas trouvé de formation qui me donnait jusqu'alors assez de contenu pour pouvoir, enseigner avec la profondeur que j'avais l'impression qu'il pouvait exister dans le yoga. Donc en fait, j'ai fait des formations de tantra yoga, j'ai peaufiné un petit peu plus mes connaissances en médecine chinoise et du coup, j'ai pu aborder un yoga, qui je trouve maintenant est plus profond et qui apporte davantage ce que moi le yoga a pu m'apporter. C'est-à-dire que quand j'étais infirmière, comme le disait Nat, pour des personnes qui avaient des dépressions post-traumatiques, des dépressions aiguës, chroniques, il y avait plein d'outils qui étaient apportés et personnellement, ma vie perso était pas forcément des plus faciles à cette époque-là non plus. Et le yoga a été un résumé de tous ces outils. Il a été un condensé fabuleux et des lectures qui ont pu vraiment me transcender, de la philosophie, des professeurs aussi. Et tout ce contenu qui peut parfois être un peu inaccessible, où on a du mal à le concrétiser dans notre vie quotidienne, ben du coup maintenant j'ai l'impression en tout cas que mon enseignement essaie d'apporter ça. J'essaie vraiment d'aider les gens à incarner ces aspects philosophiques dans leur vie, à incarner ces enseignements pour en retirer vraiment les bénéfices et pas juste faire des postures parce que c'est sympa et que tout le monde fait du yoga, voilà, qui est un petit peu plus que ça. Et puis j'imagine que toutes ces formations, toute cette
évolution dans ta vie personnelle et professionnelle, ça t'a permis aussi, toi, de te rapprocher un peu plus, ben, de ton dharma, de ta mission de vie qui est le sujet d'aujourd'hui. Exactement, Donc tout à fait. peut-être que tu peux déjà donner une première définition de ce qu'est le dharma et peut-être dans un sens, philosophique ou pratique, je sais pas? Ça marche. Bon alors déjà le dharma, enfin dans l'idée, je vais essayer de d'apporter une certaine vision de ce que c'est dans l'aspect philosophique et ensuite en effet de voir comment on peut le mettre de manière concrète, dans sa vie. Donc le dharma, voilà, c'est quelque chose qui est assez vaste. Souvent en Occident, on l'entend, sous la définition de mission de vie ou, de vocation professionnelle par exemple. Beaucoup de gens me disent: «Mais quel est mon dharma? Quelle est ma mission de vie?» Nous, êtres humains, nous avons beaucoup de mal à savoir quelle est notre place, qu'est-ce qu'on est censé faire, et ça vient aussi de tout un attachement à notre mental qui nous éloigne parfois justement de notre dharma. Donc le dharma, c'est bien plus vaste que ça. En fait, à la base, c'est un terme sanskrit qui vient de la culture védique. Donc la culture védique, ça vient en tout cas ça vient des plus anciens textes, ça vient des plus anciennes traditions spirituelles et donc c'est toujours beaucoup plus large que juste un simple mot. Quand on apprend un mot, en général, on a besoin de l'expérimenter pour le comprendre. Si on reçoit juste la définition, ça a pas vraiment de sens et dharma, c'est 6 lettres, mais ça a un sens tellement large. Dans la racine du mot dharma, il y a le dhr, dra, qui, veut dire soutenir, qui veut dire porter, qui veut dire maintenir. Donc à partir de là, dans l'étymologie même de ce mot, ça définit en fait ce qui soutient l'ordre du monde. Dharma, ça va aussi avoir les connotations, de devoir, de vérité universelle. Donc le dharma, c'est un mot qui va être extrêmement important pour plusieurs cultures, la culture bouddhiste, tibétaine, hindouiste, et on l'utilise dans le yoga, dans l'ayurveda comme guide au quotidien. Donc le dharma, on peut le résumer comme ça, comme la vérité éternelle qui règne sur le monde. Et si on se penche un petit peu sur la Vedanta, sur le Vedanta, sur vraiment la pensée indienne non dualiste qui a commencé un petit peu à mettre en place ces idées de dharma, le dharma, ça comprend en fait l'essence de l'univers, c'est-à-dire que ça considère que l'univers est un ensemble harmonieux à l'origine, que chaque chose qui compose l'univers a sa propre place, sa propre destinée, sa propre utilité, et que c'est par on va dire la bonne mise en forme en fait de son dharma, c'est parce que l'herbe fait son dharma d'herbe et pousse, parce que le soleil fait son dharma de soleil et brille, réchauffe, enfin que chacun a sa juste place, joue sa part dans le bien commun en fait de l'univers. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans cette philosophie, c'est que on vient penser à l'idée que tout est connecté, tout est interconnecté. Et ce qui régit l'ordre du monde est une énergie pure d'amour et de lumière. C'est quand même magnifique. Ça fait plaisir dans ces temps des fois un petit peu plus sombres d'avoir cette philosophie de base qui comprend que toute chose est à sa place et que nous aussi on a notre place. Donc j'aime beaucoup cette manière de voir les choses et c'est surtout que cette forme d'énergie d'amour n'est pas concevable, elle n'est pas spécialement compréhensible par le mental. Parce que c'est pas quelque chose qu'on mentalise, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est un peu comme si j'expliquais à quelqu'un ce que c'est que de tomber amoureux. C'est pas du tout la même chose de le concevoir mentalement que de le vivre, ça n'a absolument rien à voir. Et ben le dharma, c'est la même chose. C'est qu'on peut le définir autant qu'on veut, le mieux c'est encore de l'expérimenter. Et donc on va dissocier le dharma en deux choses un peu distinctes, c'est-à-dire qu'il va y avoir le dharma universel, c'est-à-dire les lois qui régissent l'univers, sa symbiose, son intelligence universelle, auquel tout être vivant est connecté. En particulier, cette homéostasie, cet équilibre qui est créé par tous les êtres vivants, le règne animal. On sent bien que dès que l'humain y touche et y met son bout de son nez, tout fout le camp, parce qu'on n'est pas forcément connecté facilement à cette source
Car à l'inverse des animaux et du reste du monde vivant, on va avoir tendance à ne pas faire confiance à nos intuitions, à ne pas être connecté en fait à ce courant d'énergie. Et on va s'épuiser par des acquisitions extérieures qui n'ont pas forcément de sens et qui ne répondent pas à notre dharma. En gros. Donc, ce qui est intéressant dans l'idée du dharma, c'est que plus on va être authentique, plus on va être vrai avec qui l'on est, plus on va se rapprocher de ce dharma, plus on va se rapprocher de ce qui fait sens pour nous. Et donc, notre équilibre personnel ou nos déséquilibres personnels vont avoir un impact sur l'équilibre du monde tout entier. C'est un peu pour ça qu'en yoga, souvent, on dit quand vous faites votre pratique, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites pour le reste du monde. Bon, c'est pas que de la poésie de yogi, c'est vraiment cette idée-là, cette idée que si je suis en parfait équilibre avec qui je suis, je vais aider le monde entier à l'être. Et on peut imaginer, j'aime bien la comparaison avec le corps, pour essayer de comprendre un peu ça. C'est que, par exemple, chacune de nos cellules a son dharma. Notre cellule du foie a son dharma de cellule de foie, on a nos cellules nerveuses, nos cellules digestives, cellules reproductrices, enfin chacune a son petit rôle, et chacune distinctement va œuvrer pour le bien commun, va œuvrer pour notre bonne santé. Si par contre, une cellule nerveuse, ou je sais pas, par exemple une cellule de globules blancs, au lieu de faire son dharma, de nous protéger du monde extérieur, finit par nous protéger de nous-mêmes et former du coup des maladies auto-immunes, c'est le principe même, eh ben, ça crée un déséquilibre, même si c'est peut-être que quelques cellules qui se sont déséquilibrées, ça déséquilibre tout le système entier. Donc c'est ce principe-là. C'est à quel point l'humanité s'est peut-être déséquilibrée, a perdu de vue ce qui était sa vraie nature, son soi authentique. Donc le dharma, ce n'est que ça, cette quête continuelle vers son authenticité, vers la connaissance. Car l'ignorance, en fait, va être la source de nos souffrances, le fait de ne pas savoir qui l'on est, ne pas savoir quelle est nos constitutions, quelle est notre structure familiale idéale, notre environnement, notre profession, vers quoi, en fait, nous allons agir justement au quotidien. Et souvent, on est perdu, on passe notre temps à demander à des thérapeutes, à des amis, à quiconque autre que nous-mêmes, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, alors que bon, l'eau chaude citronnée et un certain type de yoga ne va pas du tout aller à tout le monde. Et en fait, on oublie qu'on est censé être unique. Donc, le dharma, c'est aussi cette connaissance et cette compréhension qu'en fait, on est absolument unique. On a vraiment une empreinte, comme notre empreinte de doigt, une âme unique qui nous est propre. On ne partage pas la même si on a jumeaux ou jumelles. On partage jamais la même avec qui que ce soit d'autre. Et on est né avec un set de qualités, un set de talents naturels, dont parfois on n'a pas du tout conscience. Et cette unicité est faite pour être apportée au monde. Et notre ego, souvent, on le voit comme quelque chose d'absolument diffâme, qu'il faut à tout prix éviter. C'est vrai dans un sens, le mental peut nous éloigner de notre dharma. Mais notre ego, c'est-à-dire notre envie d'être identifié à quelque chose, en fait, à vouloir créer une identité, ça vient de là, en fait. C'est que nous avons notre propre chose à apporter, et notre ego peut nous aider à vouloir le manifester dans le monde, en fait. C'est large, hein, j'espère que je vous perds pas. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir d'inné, de connaître par exemple son authenticité, ou c'est quelque chose qu'on doit rechercher toute sa vie? Est-ce que ça doit toujours être une quête, ou ça peut être quelque chose de ok, moi c'est bon, je sais quel est mon dharma, je suis née avec et j'en suis consciente et Alors ça, je pense que ça vient Alors, pareil, si on reste dans la philosophie du yoga et dans le fait d'imaginer dans ces cas-là qu'on a plusieurs vies. On embrasse ou pas ces philosophies, mais moi en tout cas je la conçois complètement maintenant. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas d'ailleurs, mais je pense que déjà enfant, on a une grande idée de son dharma dans le sens où tous les enfants, on sent qu'ils ont l'impression qu'ils vont faire quelque chose d'exceptionnel dans cette vie, qu'ils sont importants, qui vont sauver l'Amazonie ou qui vont faire quelque chose de grand. Ils se disent pas à 2 ans, 3 ans, mais je vais être comptable. Alors, il n'y a rien de mal d'être comptable, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça peut être un dharma. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on voit quand quelqu'un est dans son dharma,
moi, il y a pas longtemps, je m'étais fait la réflexion. J'étais allée chez ma banquière pour avoir un prêt. Clairement, elle n'était pas dans son dharma. Ça lui plaisait pas du tout ce qu'elle faisait. Je suis allée voir un courtier qui, lui, adore ce qu'il fait. Bon, ils ont peut-être pas non plus les mêmes intérêts derrière, mais ce que je veux dire, c'est que on voit quand quelqu'un fait bien son travail, c'est qu'en général, il a les qualités pour. Moi, je suis sûre que je suis une bien meilleure prof de yoga que je n'étais infirmière, par exemple. Ça allait un peu moins avec mes talents naturels. Parce que tu es Et aligné avec ça et parce que ça te rend authentique, en fait, tu arrives à t'y retrouver à travers ce que tu fais. En fait, tu arrives à retrouver qui tu es vraiment. C'est pour ça exactement. que tu le fais C'est bien. exactement. Et en fait, je pense que du coup, on peut naître avec une certaine idée de ce qu'est notre dharma. Moi, par exemple, dès l'âge de 7 ans, j'avais envie d'être nonne. Clairement, c'est pas tout le monde qui a ça, qui a envie d'être nonne à 7 ans en n'ayant Sacré aucune. dharma, hein. Ouais, oui. J'avais absolument aucune éducation religieuse en plus, pas du tout. Je suis même pas baptisée. Enfin, vraiment, c'est venu comme ça. Mais je sais que j'avais envie de prier, que j'avais l'impression que c'était superficiel tout ça. Même l'école, je trouvais ça superficiel. Je me disais, mais il faut que je sois en silence. Enfin, c'est bizarre à la base. Mais voilà, je pense que déjà, naturellement, les enfants peuvent le savoir. Et je pense que notre pratique de yoga, d'Ayurveda, est fait pour nous déconditionner de tout ce qu'on a acquis comme fausse identité durant le processus de notre éducation. Durant toutes les expériences un peu difficiles qu'on a eues, tous les échecs qu'on a pu avoir, qui peuvent nous amener à croire qu'on est telle ou telle chose et qui souvent est bien éloigné de qui on est vraiment. Et je pense également que le dharma se délivre à nous déjà quand on a peut-être guéri de certaines blessures qui avaient besoin d'être un peu nettoyées, de certaines leçons qui avaient besoin d'être apprises. Parce que moi, j'aurais certainement pas pu être professeure de yoga au moment où j'ai été infirmière. Enfin, je sais que tout s'est bien déroulé dans le cycle qui devait être fait pour que j'atteigne mon dharma, peut-être dans cette vie, et que ma vie d'avant a pu peut-être éventuellement m'aider à trouver mon dharma plus facilement, plus rapidement, et pas l'atteindre à 50, 60 ans. Mais l'idée aussi qu'on trouve aussi dans le dharma, c'est qu'il n'y a pas de mesure de temps. C'est-à-dire que ce n'est pas grave de prendre son temps pour trouver qui l'on est, c'est le chemin de sa vie. Et mon dharma actuel évolue. J'ai un fil conducteur dans ma tête, enfin, je le ressens. Qu'est-ce qui me donne envie? Et ce qui m'a toujours donné envie, c'est de voir les gens évoluer. Enfin, ça me transcende vraiment. J'adore ça, voir que quelqu'un a changé sa vie parce que peut-être j'ai dit telle ou telle chose et que ça a eu un impact, ça a eu un écho pour cette personne. Ça m'a toujours transcendé. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais infirmière. Je voyais que je voulais être utile, que je voulais aider les gens à guérir, mais c'était pas le bon conduit, c'était pas le bon chemin exactement pour moi. Et peut-être qu'un jour je serai plus prof de yoga, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça gardera cette ligne conductrice, ce qui m'anime le plus en fait, ce qui me donne le plus d'énergie. Donc pour répondre à ta question, voilà, je pense que ça peut être inné, mais que euh, hélas, notre système éducatif, notre système de fonctionnement général peut nous éloigner de notre dharma. Et je pense que c'est un peu la crise existentielle actuelle. Beaucoup de gens sont en perte de sens. Beaucoup de gens sont dans l'anxiété chronique, dans la dépression, parce que on a poussé toute notre société à aller vers du matériel, à aller vers de l'acquisition extérieure, alors qu'on est des êtres spirituels. On est fait pour la spiritualité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'adhérer à n'importe quelle spiritualité ou se fondre dans une religion ou quoi que ce soit, mais on a besoin d'évoluer. Et l'humain a cette capacité innée à vouloir constamment évoluer, constamment être plus que ce qu'il est déjà. Et la seule chose, c'est qu'on le fait dans des choses matérielles. Il y a un exemple que j'avais adoré de Sadhguru, qui disait que au moment où on atteignait une limite, on avait envie directement de la franchir. Donc, par exemple, si on s'imagine vivre dans une petite box d'1 mètre carré, bon, ben, aussi confortable et sympathique que peut être cette petite box, on va vite avoir envie d'un peu plus d'espace. Donc, imaginons que dès le lendemain, on a une box de 3 mètres carrés, on va être un peu plus à l'aise dans un certain temps, on va apprécier, mais dès qu'on va en sentir la limite, on va vouloir aller plus loin. Et cette insatisfaction chronique qu'on peut ressentir dès qu'on a atteint un objectif
d'avoir même pas le temps de l'apprécier et de déjà penser à la chose d'après, c'est cette quête perpétuelle d'évolution. Et cette insatisfaction chronique, elle vient juste du fait qu'on met pas notre énergie dans les bonnes choses. On met notre énergie dans des choses extérieures. Alors, certes, on a besoin de sécurité affective, de sécurité financière, d'un certain confort aussi pour arriver à notre dharma. On ne peut pas le faire si on est en mode survie, par exemple. Mais croire que c'est par l'acquisition même d'une relation, d'un certain statut social ou autre qu'on aura ce bonheur durable, c'est un leurre. C'est une perte de temps. On peut apprendre beaucoup de choses à faire tout ça, et autant expérimenter, mais le dharma réel, c'est-à-dire vraiment le bonheur durable qu'on pourra trouver dans notre vie, va venir de la quête d'évolution qu'on va avoir au niveau spirituel. À quel point je me connais, à quel point je suis connectée au désir de mon âme par mon intuition et donc moins par mon ego. À quel point ma vie, mon alimentation, mes routines de vie, mes relations, mon environnement est adapté parfaitement à qui je suis. Et qui je suis, je vais le trouver uniquement par une pratique assidue à apprendre à me connaître. C'est un travail de tous les jours. Parce que on est nourri continuellement d'un certain conformisme auquel on doit s'attacher. Dès qu'on répond pas à certaines normes sociétales, dès qu'on est peut-être dans une manière de penser différente du plus grand nombre, on peut se sentir à l'extérieur, marginalisé. Et ça, c'est un des défis les plus grands de l'humanité, c'est d'accepter la diversité, parce que chacune et chacun de nous, on a besoin d'être parfaitement nous pour pouvoir nous réaliser. Je parle beaucoup. J'espère que c'est clair. Moi, je trouve que c'est très clair. Après, j'ai une question parce que, en fait, il y a cette recherche, tu disais, cette insatisfaction, cette recherche tout le temps des limites et de dépasser les limites et cette évolution, mais c'est aussi le propre de l'homme de toujours explorer. Et c'est en explorant aussi qu'on arrive à trouver notre authenticité. Parce que sinon, quand on teste pas nos limites, quand on n'essaye pas de les franchir, comment on peut faire pour apprendre à connaître vraiment qui on est? Tu disais dans le côté pratique, en fait, donc via le yoga ou via l'Ayurveda, mais c'est tellement plus simple d'aller sur un chemin, de se rendre compte que ça nous convient, de se retrouver face à un mur, par exemple, et de chercher une solution pour évoluer ou pour explorer, et du coup d'apprendre qui on est par ce biais-là. Et sinon, quel est l'autre biais d'ailleurs? Comment on apprend à se connaître? Je pense que ça va être une succession En fait, le karma est fait pour nous apprendre à nous connaître. C'est-à-dire que dès qu'on va être face à une situation qui n'est pas fluide, qui est inconfortable, qui nous fait souffrir, il y a une leçon à en retenir et il y a un moyen de se connaître davantage. Et d'ailleurs, souvent, alors pas quand on est en plein fond du gouffre et qu'on est en train de vivre l'hécatombe, mais plus tard en fait. Souvent, on a la leçon beaucoup plus tard, quelques années plus tard, justement, quand enfin notre chemin a changé de direction grâce à cette expérience difficile. C'est là où on se rend compte à quel point cette expérience difficile a été salvatrice, à quel point elle nous a amené à mieux nous connaître et du coup à faire des choix complètement différents. Que ce soit une rupture, une démission, une maladie, un deuil, enfin, l'idée du karma, c'est pas une idée de punition, de dire t'as mérité ça parce que t'as mal agi avant. C'est pas du tout cette idée-là. Le karma, c'est un peu plus comme la loi d'attraction. C'est-à-dire que pensée après pensée, acte après acte, je vais vivre certaines expériences. Déjà car je dois guérir de certaines blessures que moi et ma famille et mes ancêtres portons comme empreinte et qu'il y a besoin de guérir. Et aussi l'inconfort à la base qu'on essaie autant d'éviter en tant qu'être humain, c'est la base même de l'évolution. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui connaissent la phrase no mud, no lotus, pas de boue, pas de lotus. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on d'ailleurs on apprend dans le yoga, c'est que si quelqu'un a fait du yoga et qu'il n'avait juste vu les postures avant, il s'est peut-être pas douté à quel point ça allait être inconfortable certaines postures. Mais parce que l'inconfort qu'on ressent dans les postures est fait exprès pour nous amener à le dépasser. Pour nous amener à comprendre que dans cet inconfort, on va être mis en face de nos limites et que tout ce qu'on va fuir va nous poursuivre, sera toujours là. Et tout ce à quoi on va faire face et qu'on va regarder avec amour, qu'on va intégrer dans notre pratique de vie, parce que le yoga, ça s'attarde pas que sur le tapis, hein, c'est toute notre pratique de vie. Tout ce qu'on va regarder en face, tout ce qu'on va accueillir, tout ce qu'on va essayer de guérir avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour,
va nous faire révéler en fait. Et donc je pense que il faut avoir une certaine foi et une certaine confiance dans les événements de vie qui nous arrivent. Au lieu de se dire pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, déjà chaque être humain va majoritairement vivre les mêmes tracas, même si on est dans un palace, dans une prison dorée, ça n'empêchera pas qu'on aura des crises existentielles, qu'on aura des doutes, des problèmes d'identité, des insécurités. On est tous face à de la peur, à de l'insécurité, à parfois de l'effroi, à de la tristesse, enfin, toute cette palette émotionnelle dont on a si peur, elle est extrêmement utile à notre évolution. Donc, comme tu dis, Lorraine, c'est extrêmement utile de faire face à ses limites par l'expérience de vie. Je pense que le dharma se déroule tout au long de notre vie et qui nous vient plus ou moins. Et je pense que plus on atteint notre dharma, c'est-à-dire que plus on s'aligne vraiment à ce que notre âme veut, l'idée de cette philosophie, c'est que notre âme est venue avec une envie particulière dans cette vie. Et que plus je m'aligne à ça, plus je l'écoute en faisant taire mon mental, plus je m'octroie ces temps d'écoute, plus je vais être alignée, plus ma vie va s'aligner. Et c'est cette idée que tout part de l'intérieur. Au lieu de chercher la quiétude, l'abondance, la prospérité, l'amour à l'extérieur de moi, plus je vais le cultiver dans ma manière de penser et donc dans ma manière d'agir, plus le reste de ma vie va se synchroniser de manière assez miraculeuse pour que ça se fasse en fait, pour que je sois avec les bonnes personnes, au bon moment, en train de faire les bonnes choses pour moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. Tu as répondu à la question de Lorraine et même plus. Et même plus parce que dans ce que tu dis, il y a la notion, moi, c'est une notion qui me plaît vraiment beaucoup d'aller chercher les choses à l'intérieur au lieu d'aller les chercher à l'extérieur. Et je trouve que le yoga et l'ayurveda nous aident vraiment beaucoup à ça, à se connaître soi pour aller chercher les choses à l'intérieur vraiment, tu vois? Et pas, et plus être dans cette quête de choses, qui sont à l'extérieur. Et comment tu le sens toi? Est-ce que tu penses que, enfin oui, je sais que oui, mais comment le yoga et comment l'ayurveda font partie justement de cette quête de dharma? Eh bien, en tout cas, je pense qu'en fait, le yoga de base a ce but ultime. Si on regarde les textes sacrés, que ce soit la Gita, que ce soit les Yoga Sutras, c'est vraiment des recueils des gens qui ont eu l'extrême bonté d'offrir au monde le chemin pour arriver à son dharma, pour arriver à cette union. Et en fait, le mot yoga, dans l'Occident, on imagine le yoga vraiment comme des postures. On pense yoga, on pense à un chien tête en bas, à un guerrier, enfin, on imagine direct une certaine image. Alors que le yoga, c'est bien plus à faire de la méditation que de la pratique posturelle. Et le yoga veut dire union. Union entre l'âme universelle, donc l'âme du monde à laquelle, ce courant d'énergie, cette sagesse à laquelle on essaie de se relier, qui sait tout, qui sait bien plus que notre mental. C'est cet ego, quand on parle de l'ego, c'est exactement ça, cet orgueil où on pense que notre mental sait tout et qu'il doit tout choisir, mais pas du tout. La voix de l'ego, c'est souvent une voix de peur. Alors que la voix de l'intuition, c'est une voix d'amour. Et le yoga, c'est un outil, comme l'Ayurveda, c'est un outil de connaissance de soi pour, comme je disais, enlever toutes ces couches du mental une à une, les déconstruire. Et au fur et à mesure que je déconstruis tout ce que j'ai cru de moi, j'atteins en fait cette essence même qui me fait comprendre que je ne suis que paix et que amour. Et qu'il n'y a pas besoin de se comparer à qui que ce soit d'autre, il n'y a pas besoin de chercher à être quelqu'un, car plus je vais être moi-même, plus je vais être dans le juste. Et la Bhagavad Gita parle de ça, de l'action juste, d'essayer d'éviter de chercher le fruit de notre action, mais d'agir pour le bien d'agir. Et donc le yoga, donc dans sa base, a cette idée de l'union entre mon dharma personnel, le dharma universel, et quand les deux s'alignent, bah, la magie opère. Clairement, tout s'aligne, l'abondance est là, la santé est là, les amours sont là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on le voit quand c'est vraiment que de l'énergie, quand son énergie est purifiée par le yoga, par l'ayurveda, parce qu'on a une pratique qui est ajustée à notre constitution. Parce que clairement, on peut le redire dans ce podcast-là, tous les yogas ne vont pas à tout le monde. Je suis kapha, j'ai pas du tout besoin de la même pratique qu'un pitta. Et généralement, je vais être attirée par les choses qui me déséquilibrent si je suis déjà en déséquilibre. Donc, cette connaissance de soi me permet d'éviter de faire des
des raccourcis à 2 francs 6 sous qui me vont pas. D'essayer une alimentation, un terrain de vie, une structure familiale qui ne me convient pas du tout. Et donc le challenge qu'offrent ces pratiques de l'Ayurveda et du yoga, c'est d'oublier tout ce qu'on sait et de se protéger des influences aussi de la société parce que on est influencé constamment par nos réseaux sociaux, par les médias, par nos lectures, par les films, les documentaires ou les séries qu'on va regarder. On est constamment influencé par ça, par tout ce qu'on peut voir. On se compare à l'heure d'aujourd'hui à des choses auxquelles on se comparait jamais avant. Avant, on se comparait à son cercle familial, à son cercle d'amis. Et si on se compare qu'à ça, tout d'un coup, on se sent beaucoup mieux. On se rend compte que voilà, on s'en sort pas si mal souvent. Et si par contre, on commence à se comparer à l'ensemble de la terre entière qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça devient complètement différent. Et le yoga, comme l'Ayurveda, je le pense, sont des sciences qui amènent l'individu à tout son potentiel. Et une des choses que mon professeur Octavio disait que j'adore, c'est quelqu'un peut avoir fait des postures de yoga toute sa vie et ne pas être un yogi. Absolument pas être un yogi. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un d'absolument abominable. Comme quelqu'un peut n'avoir jamais fait une seule posture de yoga de sa vie et être un yogi suprême. Et c'est tout à fait ça, c'est que on utilise à la base le corps dans le yoga, on utilise les postures pour contrôler, purifier notre prana, notre énergie. Et ce prana, cette énergie qui est la base de notre esprit, on l'utilise une fois qu'il est purifié pour méditer. L'alimentation, les rituels de vie, tout ce que peut offrir l'Ayurveda, c'est le même principe. C'est purifier le prana pour purifier notre esprit et pour être en capacité d'entrer en lien direct, en connexion directe avec notre âme. Et ne plus être juste en connexion avec notre mental qui va être fluctuant, qui va être constamment parasité par nos problèmes de vie, par ce qu'on a pu entendre, parce qu'on a pu voir, parce qu'on a pu expérimenter, alors que la source même de tout est le prana et l'énergie. Et donc je pense que oui, ces deux sciences-là sont une voie d'excellence pour aller vers le dharma. Je réponds toujours avec 15 minutes de... C'est toujours très long mes réponses, mais j'espère que je vous perds pas. C'est ça d'être une philosophe. Est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu dans le côté pratique parce qu'on sait que les gens qui nous écoutent aiment bien écouter toute la profondeur que peuvent apporter le yoga et l'Ayurveda, mais ils adorent aussi des petits conseils pratico-pratiques. Et tu nous as parlé de 5 clés qu'on pourrait mettre en place pour se rapprocher, tendre vers notre dharma. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Eh bien, alors, ces 5 clés, clairement, que j'ai tout à fait inventées, qui viennent vraiment de mon interprétation personnelle, parce que je tiens à préciser que tout ce que je vous ai dit avant, je ne l'ai pas inventé. Hein. Il y a bien sûr mon interprétation personnelle, mais ça vient de grands sages, c'est de la tradition orale, c'est des lectures, et voilà, c'est vraiment le dharma, c'est pas moi qui l'ai créé. Mais ce que j'ai eu comme idée pour aider à se rapprocher de son dharma, c'est voilà, mettre 5 points, parce qu'on aime bien avoir des petits points définis, ça nous aide. Donc le premier point, ça va être d'élever sa conscience. Par entre autres la méditation, le yoga. Donc élever sa conscience, c'est en fait c'est notre dharma de chaque être humain. Nous avons eu la chance d'être éloignés du cercle animal qui a la majorité de son énergie qui est passée à la survie. Nous avons la chance de ne pas avoir forcément à se soucier de notre survie au quotidien et d'avoir la possibilité de mettre en place des rituels, de mettre en place des pratiques qui vont nous faire grandir et élever notre conscience. Ça, c'est quand même une chance fondamentale et c'est un des premiers fondements d'ailleurs qu'on rentre même dans le bouddhisme, ça fait partie des premières choses qu'on apprend, la chance qu'on a d'être humain, d'avoir cette opportunité-là. Donc c'est la première chose à faire pour se rapprocher de son dharma, ça va être de méditer. Car pratiquer le yoga, c'est tout à fait possible qu'on pratique un yoga qui ne soit pas forcément adapté à soi, ou qu'on finisse forcément dans un cours de vinyasa, de power yoga, où il n'y a pas forcément, ou même de Bikram. Alors, quand je dis ça va
Ça va paraître très tranché, je ne dis pas que c'est des mauvaises pratiques du tout, mais ce que je dis, c'est que si à la fin, vous ne méditez pas ou il n'y a pas au moins un sens de bien-être qui n'est pas juste au fait que vous êtes épuisé, que vous avez transpiré tout votre sou dans votre pratique, c'est ça, c'est que le yoga est censé, au contraire, vous augmenter votre prana, augmenter votre conscience. Si c'est pas le cas, allez plutôt vers de la méditation. Et on manque toujours de temps. On n'a jamais été aussi accéléré qu'à notre époque, alors on a tout fait pour que tout aille plus vite. Nos machines à laver, nos voitures, tout va de plus en plus vite et on a de moins en moins de temps. Donc, pourtant, essayer d'accorder 5 minutes de méditation par jour, c'est déjà une clé fondamentale pour se rapprocher du Dharma. Si vous deviez retirer qu'une seule chose de ce podcast, c'est méditer. C'est l'outil le plus utile. Et personnellement, vu que je ne suis pas quelqu'un de très très discipliné à la base, ça a été très difficile de mettre en place une pratique quotidienne de méditation, donc je l'ai changé en 1 heure pour moi. Tous les jours, je m'accorde 1 heure pour moi. Et dedans, il va y avoir des rituels d'Ayurveda, il va y avoir peut-être du journaling avec de la gratitude, il va y avoir quelques minutes de méditation ou juste du ressenti. Va y avoir j'ai essayé d'être un peu plus ouverte pour garder cette idée en tête que forcément, pour moi, dans mon planning, tous les jours, il y a un moment pour moi. Il y a un moment de silence, il y a un moment d'introspection. Que ça soit se baigner dans une piscine toute seule, que ce soit... Enfin, trouver sa forme à soi de méditation, on n'est pas obligé que ça soit formel, mais c'est la première clé. Méditer. Deuxième clé, ça va être d'être authentique et de s'assumer. Plus on va assumer qui l'on est, moins il va y avoir de critiques. Si vous assumez pleinement que vous avez besoin de ci, que vous avez besoin de ça, que vous ne voulez pas ci, que vous ne voulez pas ça, eh bien, les choses vont se formuler dans ce sens-là. Si vous avez un doute, si vous vous culpabilisez de vouloir telle ou telle chose, forcément, il y aura... l'univers va essayer de titiller et de voir si vous voulez vraiment ça ou pas. Typiquement, si vous venez de sortir d'une relation que vous ne vouliez plus, il y a de grandes chances que l'univers vous fasse pointer juste après une relation qui y ressemble un petit peu, voir si vous n'en voulez vraiment, vraiment plus. Et il n'y a pas à s'excuser de savoir qu'on a besoin de telle ou telle chose pour être heureux. Et moi, personnellement, je pense que quand j'étais infirmière, je me sentais assez coupable parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'aimais pas dans ce métier, dans le contexte, mais je ne m'autorisais pas. Je me disais, mais tout ce que tu veux, c'est trop. Et en fait, faut assumer que ce qu'on a besoin, c'est notre âme qui le veut, en fait. Je parle pas forcément des désirs fugaces, mais les choses qui nous animent, qui nous font vibrer, ça, c'est la voix de notre âme. Donc, faut l'écouter, faut assumer et il faut porter son courage, faut y aller parce que ça peut impliquer des changements de vie assez radicaux des fois, mais faut y aller. Il faut assumer ce qu'on veut. Et donc, la troisième chose, ça va être justement observer ce qui nous fait vibrer et en faire plus, tout simplement. Parce qu'on a tellement de temps qui est passé à ce qu'on devrait faire, à ce que la société ou ce qu'on a progressivement accumulé comme action à faire se met en place. Et au final, on retire de la satisfaction uniquement parce qu'on a fait les choses. Et qu'on résume notre journée, c'est juste qu'est-ce que tu as fait. C'est pas qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as aimé. C'est vraiment, tu as fait quoi. On est obnubilé par l'action. Mais en plus, on l'a fait mal, l'action. On l'a fait même pas en profitant. On l'a fait en se dépêchant parce qu'il faut à tout prix qu'elle soit faite. Et donc là, au contraire, on va essayer de regarder, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Moi, j'adore danser, j'adore être créative et je passe tellement peu de temps à le faire. Donc cette année, 2022, je me suis dit, vas-y, va t'inscrire à un cours de poterie, va danser les vendredis soirs, enfin voilà, et voir que ce qui compte vraiment pour soi, souvent, c'est pas du tout des choses matérielles. C'est des moments présents. C'est des moments de partage, c'est des moments d'amour, c'est des moments où on rit et c'est des moments où on se sent évoluer. Car il n'y a rien de plus déprimant d'avoir l'impression qu'on n'évolue pas ou voir qu'on régresse. Et ça, une petite note même, à savoir que c'est normal. Hein. Les systèmes de vie, c'est expansion-rétention. Comme votre respiration, comme votre cœur, il y aura forcément des moments où vous serez au top de votre forme, vous ferez tout comme vous voulez, etc. Et des moments où l'équilibre se perdra et il ne faudra pas rentrer dans l'auto-jugement parce que c'est normal. Il y aura ces phases justement de rétention pour mieux expandre. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, du coup, je résume. Premier, c'est méditer. Deuxième clé, s'assumer, être authentique. Troisième clé, observer ce qui nous fait vibrer et y aller, en faire, le mettre dans son planning.
4e clé, ça va être d'avoir de l'inspiration au quotidien. L'inspiration au quotidien, ça peut passer par les réseaux sociaux aussi, tant qu'à faire, autant que ça soit utile. Ça peut être s'inspirer, être abonné à des comptes qui ont peut-être des personnes qui peuvent nous inspirer dans leur manière de vivre, dans leur manière de voir les choses, dans leur manière de s'exprimer. Ça va être s'inspirer par également peut-être les lectures. On a de fabuleuses lectures dans notre vie quotidienne, on a beaucoup de chance avec ça. Et donc la Bhagavad Gita, les Yoga Sutras, mais tout autre livre qui va nous faire révéler un peu cette conscience, clairement, c'est de l'inspiration quotidienne, les podcasts, avoir tous les jours une petite dose quotidienne qui nous rappelle qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui nous fait vibrer en fait. Et au niveau de ça, je tiens juste à dire d'ailleurs que si un livre, un professeur, un podcast fait écho en vous, vous plaît, c'est en général un écho, c'est parce qu'il y a déjà la même chose en face. C'est-à-dire que ça ne peut faire écho que si c'est déjà en vous. C'est un peu comme si vous lisez un livre, vous le relisez et vous trouvez un passage que vous aviez jamais remarqué avant, mais parce que ce qui est dit dans ce livre, il n'était pas déjà avant en vous. Vous aviez déjà peut-être pas fait l'expérience avant pour le comprendre, pour le recevoir. Donc tout ce qui va vous faire vibrer, tout ce qui va faire écho en vous, c'est des choses qui répondent à qui vous êtes. Et le dernier, la dernière clé, ça va être avoir une sadhana, c'est-à-dire avoir une pratique personnelle. Et ça, il n'y a pas de choses toutes faites. Il faut avoir sa pratique personnelle d'Ayurveda, c'est-à-dire ajuster quotidiennement sa vie à ce qu'on ressent, légitimer ce qu'on ressent et avoir cette pratique quotidienne, savoir que tous les jours, il y a quelque chose qui est fait pour soi. Et le petit bonus de ces 5 clés, ça va être avoir la foi, résister à la victimisation, au désespoir et se dire que même ce que vit l'humanité, c'est pas anodin, c'est pas fait juste pour nous embêter et ça vient d'une succession de choix, de pensées, d'actes, mais ça vient aussi pour nous faire grandir, nous faire évoluer. Et ça, c'est à chacun individuellement que le travail doit se faire. Et le dharma, c'est ça, c'est je suis responsable, j'ai le devoir d'agir sur mon équilibre pour agir sur l'équilibre du monde. Donc je récapitule juste les 5 clés. 1er, méditer. 2, être authentique et s'assumer. 3, observer ce qui nous fait vibrer et en faire plus. 4, avoir de l'inspiration au quotidien. Et 5, avoir une sadhana, avoir une vraie pratique pour soi. Que ce soit de la méditation, du yoga, du journaling, ce qui vous amène à vous connaître. Voilà un petit peu. Merci pour ces 5 clés, avec le bonus avoir la foi. Merci beaucoup Mayana, j'espère que ça paraît plus clair pour les personnes qui ont écouté toute cette notion de dharma et tout ce que ça peut impliquer derrière en termes pour soi en fait, pour son propre équilibre. Donc merci pour ce moment de philosophie. Merci beaucoup, merci de m'avoir permis de parler, vu que je parle beaucoup. Mais c'est pour ça qu'il existe des podcasts, c'est pour que les gens s'expriment. On arrive aux questions finales de nos interviews. On les a un petit peu changées pour toi aujourd'hui, étant donné que tu es une habituée du podcast et que tu as déjà été interviewée. On voulait quand même te demander un peu quels sont tes projets pour les mois à venir, si tu as des nouveautés, des choses dont tu souhaiterais nous parler. Eh bien, cette année 2022 se tourne pas mal sur tout cet aspect philosophique. Donc, j'ai en tête de faire un peu plus de retraites de yoga, toujours sur cet abord-là. Et j'en fais une d'ailleurs du 11 au 15 mai en Provence, qui sera bientôt disponible sur mon site internet. Mais pour l'instant, j'attends juste les derniers préparatifs pour tout mettre le programme en place. Je vais essayer de faire aussi des ateliers mensuels, un par mois, qui sera toujours tourné sur une meilleure connaissance de soi. Donc là, au mois de janvier, samedi, là, on a un atelier sur tout ce qui va être purification par le yoga et la nutrition. Avec toi, avec Lorraine, on met en place aussi les ateliers en ligne pour que chaque saison, les gens puissent avoir vraiment une sadhana, une pratique personnelle qui puisse être
utiles à la saison et éventuellement à leur dosha, à leur constitution. Il va y avoir aussi, je l'espère, une participation avec une application en ligne, de cours en ligne que j'aime beaucoup, mais j'attends de voir que ça se fasse avant de vous en parler. Et mettre l'accent un peu plus sur les cours en ligne et sur la philosophie. Je vais essayer de mettre peut-être des ateliers un peu plus en ligne, des petits ateliers courts, et j'aimerais beaucoup mettre sur mon site une sorte de page sadhana, c'est-à-dire que les gens pourront collecter à partir de là en fonction de si ils ont plutôt des tendances à la colère, à la tristesse, s'ils sont dans des phases de deuil, des phases d'anxiété, si ils ont telle ou telle constitution, de pouvoir piocher en fait dans différentes pratiques pour s'accorder vraiment la sienne et quelque chose qui soit assez accessible, peut-être pas trop long, où ça fasse 15, 30 minutes, 20 minutes, pour que les gens puissent avoir cette régularité. Donc ça, c'est dans mes projets 2022, de mettre encore plus accessible cette philosophie, cette science des méridiens chinois et sur les émotions, pour que les gens puissent se l'accorder. Excellent, tout ça. Tu nous tiendras bien au courant de toutes tes avancées. Merci. Ben ouais, je vais essayer. Beaucoup de projets. On a une dernière question Mhm. pour toi. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué, un ou plusieurs livres qui t'ont marqué, qui t'ont fait évoluer? Je pense que par rapport à cette thématique, par exemple, si jamais il y en a qui aiment lire en anglais, il y a un très très bon livre qui, hélas, n'est pas disponible en français. En tout cas, je n'ai pas revérifié, mais quand je l'ai acheté l'année dernière, il n'existait pas. C'est The Four Desires de Rod Stryker. C'est les 4 désirs, les 4 désirs de l'âme. Il parle beaucoup du dharma et comment accéder à son propre dharma. Donc c'est passionnant. Et il y a un autre livre que j'utilise pas mal et que je recommande beaucoup ces derniers temps, qui est français pour le coup, qui s'appelle La clé de votre énergie, de Natacha Calestrem, j'espère que je le dis bien, qui est un très bon outil, je pense, de connaissance de soi et de travail énergétique. Donc ça, je pense que c'est un très bon livre. Et pour ceux qui s'intéressent à la philosophie du yoga, on me demande tout le temps des livres et c'est très compliqué parce que c'est une tradition orale, donc le fond est toujours offert par un professeur normalement, parce qu'il faut être sûr que le disciple soit prêt à recevoir le message. Donc du coup, il ne doit pas être juste accessible par un petit clic sur Amazon. Il est censé y avoir toute une démarche du disciple, d'aller chercher son professeur, de trouver le bon pour recevoir son message. Mais du coup, pour les Yoga Sutras, qui parfois peuvent être un peu difficiles pour les non-initiés, je vous conseille L'Art complet du yoga de Jenny Lee, qui donne des petites astuces pratiques pour les mettre en place dans sa vie. Moi, je m'en sers beaucoup pour mes retraites de yoga. C'est un livre que j'emporte avec moi. Et un dernier, pareil, pour la Bhagavad Gita, qui est tout le temps recommandée. Il y en a une version là que je me suis fournie il n'y a pas longtemps de Colette Poggi, qui est illustrée et qui a l'air d'être bien simplifiée, bien accessible. Et ça aussi, je pense que on en a tous besoin d'avoir tout ça bien plus accessible. Donc voilà un petit peu 4 livres qui peuvent être utiles. Super, merci. Excellent, merci Anne. Mais de rien, merci beaucoup de m'avoir reçue, c'était vraiment chouette. Merci à toi d'être revenue avec nous. Et puis merci pour tout ce que tu partages. Écoute, c'était un grand plaisir. C'est pour ça que j'enseigne le yoga, c'est pour aider tout le monde à trouver son dharma. Donc, c'était exactement ce que j'avais besoin de discuter un petit peu avec vous aujourd'hui. Donc, c'est parfait. J'ai adoré. Nous aussi, on a adoré. Merci beaucoup, Mayana, et à tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!